Là où on s'est arrêté, donc introduction, on a vu la pharmacocinétique. Ce qu'il faut retenir, c'est que, à l'exception des molécules qui ont un gros poids moléculaire, comme l'héparine et l'insuline, tout médicament administré à la mère traverse le placenta et peut avoir des répercussions immédiates ou lointaines sur l'embryon, le fœtus et le nouveau-né. Alors là, on a vu, ce sont les risques et les étapes de la grossesse. Pour dire qu'en début de grossesse, il y a le risque de mortalité, qu'en période d'embryogénèse, il y a le risque tératogène qui est maximum, avec la malformation qui est majeure. Et en période de fœtale du 3e au 9e mois, c'est l'effet phétotoxique avec des malformations mineures, des anomalies fonctionnelles et des affections néonatales. Ça, c'est au cours des 7 derniers mois. Donc, une substance est dite tératogène lorsqu'elle provoque des malformations chez des enfants dont la mère a été traitée pendant la grossesse. Et la période où le risque est important se situe au cours des 2 premiers mois de la grossesse. Donc, retenez au cours des 2 premiers mois de grossesse, il est important de voir, de déterminer ou bien de vérifier les médicaments avant de les prescrire parce qu'il y a le risque tératogène pour certains. Là, vous avez un calendrier de la tératogénèse et l'atteinte et le risque. Donc, nous pouvons avoir un risque d'atteinte du système nerveux central lorsqu'on prescrit des médicaments tératogènes entre le 13e et le 25e jour. Le cœur, c'est entre le 20e et le 40e jour, etc. Donc, vous avez le calendrier jusqu'à une atteinte des voies génitales femelles lorsqu'on prescrit des médicaments entre le 50e et le 150e jour de grossesse. Les médicaments tératogènes à proscrire, à interdire, qui sont contre-indiqués au cours des 2 premiers mois de la grossesse, et si possible au-delà, sauf, je dis bien, s'il y a une indication exceptionnelle, c'est des antiépileptiques, parmi eux, c'est la dépakine. La classe des antiacnéiques, parmi eux, vous avez la citrétine, le soriatane, et le Contracné, Curacné, Procuta, donc ce sont des médicaments qui sont très utilisés chez les femmes. Les antimyototiques immunosuppresseurs tels que le méthotrexate, le cyclophosphamide, le mycophénolate et le thalidomide. Après, vous avez les médicaments qui sont tératogènes et ils peuvent être utilisés au cours de la grossesse malgré leur effet tératogène connu en raison de leurs bénéfices thérapeutiques et d'une possibilité de surveillance prénatale. C'est-à-dire qu'on va prendre le risque et on va prescrire ces médicaments et en même temps, il faut assurer une surveillance prénatale rigoureuse. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas donc d'alternative de remplaçant, de quoi remplacer ces médicaments-là. Donc là, vous avez certains autres antiépileptiques, tels que la carbamazépine, le tegretol, le phénobarbital, donc le gardénal, les psychotropes, le lithium, et vous avez aussi la classe des anticoagulants et aussi les antithyroïdiens de synthèse, là, le carbimazole, ce que vous voyez en dernier. Les médicaments, la 3e classe, vous avez des médicaments à risque fœtal et ou néonatal. Et là, vous avez les anti-inflammatoires qui peuvent donner de la mort in utero, la détresse respiratoire, la fermeture prématurée du canal artériel, l'oligoamnios, l'insuffisance rénale et le risque hémorragique. Vous avez aussi comme médicaments à risque fœtal les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, les antituberculeux. Qui peuvent donner un syndrome hémorragique. Vous avez les bêta-bloquants qui peuvent donner une hypoglycémie, une bradycardie. Les inducteurs enzymatiques, il y a le risque hémorragique. Les antithyroïdiens de synthèse qui peuvent donner une hypothyroïdie.
Donc, et là, la quatrième classe, vous avez, donc ce sont les médicaments qui ne posent pas de problème majeur au cours de la grossesse. C'est les antibiotiques. De principe, aucun antibiotique n'est formellement contre-indiqué au cours de la grossesse, car la priorité revient au bénéfice maternel. Cependant, il existe des effets risques pour certains antibiotiques. Et là, ce tableau, il faut le mémoriser en tête. Alors, si on prend les bêta-lactamines, donc les pénicillines, céphalosporines, donc c'est autorisé. Oui au premier trimestre, oui au deuxième trimestre et oui au troisième trimestre. Les macrolides également, oui au cours des 3 trimestres de grossesse. Par contre, vous avez donc une alerte rouge, un non pour les tétracyclines, les aminosides. Vous avez donc une possibilité de prescription au cours du deuxième et troisième trimestre pour les imidazolés. Un non aussi catégorique et au cours des 3 trimestres pour les quinolones. Et enfin, vous avez donc la rifampicine qui peut être utilisée au cours du deuxième et troisième trimestre. Vous avez donc là aussi des médicaments qui ne posent pas de problème avec la grossesse. À côté donc des antibiotiques, c'est les traitements hormonaux. Alors les traitements hormonaux, avec ces traitements-là, il y a le risque de virilisation du fœtus de sexe féminin avec les dérivés de la testostérone ou des progestatifs androgénomimétiques à très forte dose pendant la période de différenciation sexuelle. Alors, vous avez aussi les anticancéreux et les radiations. L'indication des anticancéreux et ou de la radiothérapie pose le problème de l'évaluation du rapport bénéfice-risque. Donc, on doit évaluer quel est notre bénéfice et quel est notre risque. Donc là, il faut étudier au cas par cas pour voir s'il faut prescrire ou pas un anticancéreux. Alors, les vaccins, il y a des vaccins qui sont contre-indiqués, tels que les vaccins vivants et les vaccins à éviter, tels que les vaccins de la diphtérie, la coqueluche, la rage, la rougeole, les oreillons, la fièvre jaune, en raison de la réaction maternelle possible. Donc, on termine avec les règles de prescription au cours de la grossesse. Alors, presque tous les médicaments franchissent la barrière placentaire, sauf, on a dit, les médicaments à gros poids moléculaire, héparine, insuline. 3 grandes classes de médicaments à retenir. Les médicaments qui sont tératogènes à proscrire au cours du premier trimestre, les médicaments à risque et les médicaments qui ne posent pas de problème majeur, tels que les antibiotiques et les traitements hormonaux. Toute prescription au cours de la grossesse chez une femme en activité génitale doit tenir compte du risque lié aux médicaments. Attention aux nouveaux médicaments. Il faut respecter les contre-indications médicamenteuses de la grossesse. Quatrième règle, le moins de médicaments possible à utiliser chez la femme enceinte. On va limiter la prescription chez la femme enceinte aux indications formelles. C'est indiqué, c'est formel, il y a une pathologie qui est importante, on prescrit selon donc les contre-indications ou pas de ces médicaments-là. 5e règle de prescription, il faut utiliser des doses faibles pour une durée courte. C'est-à-dire, si on doit traiter par exemple une angine, donc je peux me limiter à 7 jours au lieu de 15 jours avec des bêta-lactamines chez une femme enceinte. Si le produit est potentiellement toxique, il faudra là peser l'indication, le risque maternel et fœtal pour prescrire ou non le médicament. Septièmement, en période périnatale, on va se limiter au seul traitement indispensable et on va les arrêter les derniers mois. Huitièmement, on va rechercher l'information sur les médicaments dans les bases documentaires validées, telles que le Vidal, et il faut avoir recours au centre de pharmacovigilance. Donc, si nous observons un effet qui n'est pas cité donc préalablement, donc il faut pas hésiter à aller donc l'indiquer au centre de pharmacovigilance. Donc l'indiquer ou le rechercher. Hein.
On va poser la question. Donc, on enchaîne avec les médicaments chez la femme allaitante. La plupart des médicaments aussi, ils passent dans le lait maternel, mais le taux est généralement faible que dans le plasma. Toutefois, il est possible d'obtenir des concentrations élevées dans le lait. Donc, il faut faire attention. Les médicaments, ils peuvent passer chez le bébé. Et pour être dangereux, il faut que le médicament il soit présent à un taux suffisant dans le lait. Il faut qu'il soit absorbé par la muqueuse intestinale du nourrisson, telle que l'insuline. Et il doit présenter une toxicité pour le nourrisson. Donc, s'il y a je dirais, donc ces caractères-là, alors le médicament, il devient dangereux pour le bébé. Comme règle de prescription, 1, chez une femme allaitante, nous devons réduire le nombre de médicaments. Donc, on va prescrire les médicaments non indispensables et on va prescrire que les médicaments nécessaires. On va éviter les spécialités qui contiennent une association de principes actifs. Les médicaments, par exemple, je cite le codoliprane. Dans le codoliprane, vous avez donc du paracétamol et un morphinique. Donc là, les associations de principes actifs à déconseiller. Il y a aussi les antihypertenseurs où on a des associations de principes actifs. Donc là, faites attention chez les femmes enceintes, évitez les spécialités avec association de principes actifs. Il faut mettre en garde la femme allaitante contre l'automédication. Il faut tenir compte, comme deuxième règle de prescription, donc nous devons tenir compte d'une éventuelle susceptibilité du nouveau-né. Le prématuré, il est susceptible. Il est plus susceptible qu'un enfant normal. L'enfant qui présente, le bébé qui présente un déficit en vitamine K, anomalie génétique, interaction avec des médicaments qui sont pris par le nourrisson lui-même. Donc, nous devons tenir compte de ces situations-là. Troisième règle de prescription, on va choisir l'alternative la moins risquée. Toujours, il faut éviter le risque chez les femmes allaitantes. C'est-à-dire, on va utiliser des médicaments qui passent moins dans le lait, les substances qui ne sont pas transformées en métabolites actifs, des médicaments de demi-vie courte ou bien qui ne s'accumulent pas, la voie d'administration avec un passage systémique moindre, par exemple une pommade, une application locale ou inhalée. Attention aux produits à usage local sur le sein. Donc, il y a beaucoup de femmes qui utilisent donc un désinfectant iodé sur le sein. Donc, et ce désinfectant va être ingéré et toxique pour le nouveau-né. Pour un médicament à prise unique quotidienne, surtout les anti-hypertenseurs, si possible, il faudrait le prendre après la tétée du soir et éviter la tétée de la nuit pour le bébé. Pour un médicament à demi-vie très courte, donc très court, qu'est-ce qu'on va faire? On peut recommander de prendre le médicament juste après la tétée afin que les concentrations dans le lait soient les plus basses possibles lors de la tétée suivante. Donc, juste après la tétée, elle va prendre son médicament et puisqu'il est de demi-vie très courte, nous pouvons donc autoriser la deuxième tétée, la tétée suivante. Quatrième règle de prescription, pour un médicament à risque, le bénéfice du traitement ou de l'allaitement doit largement dépasser le risque. Ça veut dire que si une femme nécessite obligatoirement, indispensablement le traitement, on le prescrit. Si ce n'est pas nécessaire, si maintenant, voilà, donc si le médicament il est important, il est indispensable, là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut arrêter l'allaitement. Donc, il est quelquefois possible d'interrompre l'allaitement provisoirement et entretenir la lactation à l'aide d'un tirelet, ou bien différer le traitement si possible. Cinquième règle de prescription, informer la mère de renforcer la surveillance de son bébé en vue de détecter un éventuel effet indésirable, un ictère, une diarrhée, un refus d'alimentation, une somnolence, une hypotonie, et mettre en garde la femme qui allaite contre l'automédication
Les excitants, le café, le tabac et l'alcool passent dans le lait maternel. Donc, quelques médicaments là, que vous voyez sur le tableau, de choix qu'on peut utiliser chez la femme allaitante. Ces médicaments sont bien évalués. L'allaitement est possible. Chez un enfant, bien sûr, un nouveau-né à terme, hein, la surveillance du nourrisson reste préconisante. Donc, c'est les antalgiques. Et voilà les présentations à côté, les médicaments, surtout le paracétamol, l'ibuprofène, les anticoagulants, en endocrinologie, l'insuline, le lévothyrox, comme anti-infectieux, l'amoxicilline, donc les bêta-lactamines, les corticoïdes aussi, les laxatifs peuvent être utilisés et les anti-diarrhéiques. Voilà, donc là, j'ai terminé avec allaitement grossesse. Vous allez me donner un petit moment pour lancer le dernier cours sur médicaments et foie. Voilà. Donc là, on va on va terminer avec foie et médicaments. Et dites-moi si tout est bon. Alors, tout est bon? Oui, c'est bon. Alors, image et son, dites-moi, image et son. Très bien. Donc là, on va les deux. Parfait. Donc, on va terminer avec foie et médicaments. Donc là, c'est un cours qui est très facile. On va voir dans ce cours une petite introduction. On va voir la transformation du médicament par le foie, comment elle se fait, les facteurs qui influencent le métabolisme hépatique des médicaments. On va voir les mécanismes de la toxicité hépatique des médicaments, les différentes atteintes hépatiques lorsqu'on utilise des médicaments hépatotoxiques. On termine après avec les règles de prescription et une conclusion. Le foie, donc, c'est un organe qui va jouer un rôle capital dans le métabolisme des médicaments. Il faut savoir que tout médicament ingéré par un patient va passer par le foie où il va subir donc des modifications. Et le foie réalise le siège principal de la clearance des médicaments, de leur biotransformation et de leur excrétion. Donc les médicaments sont une cause importante courante d'atteinte hépatique. Les tableaux cliniques sont variés et l'hépatopathie médicamenteuse, ce qui est bien, c'est qu'elle est réversible. Elle est plus ou moins évolutive. Donc là, ce qui est bien. Le risque hépatique d'hépatite fulminante est possible et le risque de passage à une cirrhose est possible. C'est pour ça que nous devons donc insister ou bien nous devons contre-indiquer des médicaments qui sont hépatotoxiques. Ou bien
faut faire attention lorsqu'on utilise des médicaments hépatotoxiques chez des malades, tels qu'un malade qui a déjà une hépatopathie chronique. Je ne vais pas lui prescrire un médicament hépatotoxique. Donc, la transformation du médicament, elle se fait comme suit. Alors, vous avez un premier passage, une réaction de conjugaison, oxydation, réduction et acétylation. Donc, on obtient un métabolite. Ce métabolite, il est chimiquement, pharmacologiquement inactif d'abord. Après, il est chimiquement inactif ou bien il est chimiquement inactif et pharmacologiquement actif. Et troisième catégorie, c'est un médicament, c'est un métabolite qui est chimiquement actif et pharmacologiquement inactif, c'est le métabolite toxique. Donc, après le premier passage et après donc toutes ces réactions, nous allons obtenir trois types de métabolites. Donc, chimiquement, pharmacologiquement inactif, chimiquement inactif, pharmacologiquement actif, ou bien chimiquement actif et pharmacologiquement inactif, c'est le métabolite toxique. Donc, il n'a pas d'action et il est toxique. Les facteurs qui influencent le métabolisme hépatique des médicaments, c'est l'âge, l'alimentation, les autres drogues concomitantes qui sont utilisées, les inducteurs enzymatiques par exemple, la grossesse, les maladies chroniques, rénales et hépatiques. Donc, devant toutes ces situations, il faudrait faire un ajustement des doses. Alors, quel est le mécanisme de la toxicité hépatique des médicaments? La toxicité peut être directe, en rapport avec une lésion cellulaire par dépôt de protéines cibles, qui sont impliquées dans la synthèse de la bile, cholestase, empêchant la dégradation des membranes hépatocytaires, d'où accumulation de ces lipoprotéines et éclatement hépatocytaire et cytolyse. Donc la toxicité directe, c'est une lésion cellulaire. La toxicité indirecte, c'est une toxicité immunoallergique. Donc, c'est là la différence. Avec une toxicité directe, on va avoir une cytolyse, une atteinte cellulaire, une lésion cellulaire. Avec la toxicité indirecte, il y a l'intervention donc de l'immunoallergie. C'est généralement lié à une réintroduction d'un médicament, une réaction immunitaire devant un complexe protéine métabolite et qui n'est pas dose dépendante. Donc là, les mécanismes de toxicité hépatique des médicaments, toxicité directe, c'est l'exemple du paracétamol, toxicité par effet immuno-allergique, vous avez donc d'autres médicaments. Donc dans la toxicité directe, c'est une toxicité qui est liée au médicament lui-même, ces métabolites réactifs. La dose, donc c'est une toxicité qui est dose dépendante et un délai qui est court. Alors, si j'utilise par exemple du paracétamol, qui peut être toxique, donc chez un malade qui a une insuffisance hépatique, alors si je peux engendrer une toxicité hépatique, ou bien si je dépasse la dose, parce que le paracétamol, généralement, c'est 3 grammes par jour, et la dose toxique, elle est de 10 grammes. Si je dépasse les 10 grammes, je suis sûre que je vais provoquer une toxicité hépatique chez mon malade. Et le délai est court avec la toxicité directe, c'est-à-dire à J1, il prend le traitement, je peux avoir une réaction à J2, J3. Alors, cette toxicité n'est pas accompagnée de manifestations extra-hépatiques. Le risque, il est augmenté lorsqu'on utilise un inducteur enzymatique en association. Et la réadministration involontaire du médicament va donner la récidive de l'hépatite dans les mêmes délais. Et la relation, donc il existe une relation linéaire entre dose et sévérité. La toxicité, elle est sévère si la dose est importante. La toxicité par effet immunoallergique, donc elle fait intervenir des mécanismes immunogènes
des auto-anticorps, anti-mitochondrie ou anti-LKM, donc non dose dépendante. Hein. Le délai est variable, c'est-à-dire qu'on peut avoir une réaction de toxicité immunoallergique pour des doses normales. Profil propre à chaque drogue qui se voit donc cette toxicité, donc on se répète, elle se voit aux doses thérapeutiques et elle est associée généralement à des manifestations extra-hépatiques telles que la fièvre, l'éruption cutanée, la leuconeutropénie ou l'atteinte rénale. La réadministration va donner une récidive qui est plus rapide et plus sévère des lésions. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Bien. Alors, donc, je continue. Je disais que entre toxicité directe et toxicité immunoallergique, il y a des différences que vous voyez sur les deux tableaux. Lorsqu'on utilise un médicament hépatotoxique, quelles sont les différentes atteintes que nous pouvons observer? C'est soit une hépatite, soit une cholangite, soit une surcharge. L'hépatite va se présenter sous forme de 3 types cliniques biologiques. Donc, ça peut être une hépatite cholestatique, d'évolution habituellement favorable. L'amélioration, elle est très lente. On peut voir ça sur échographie et la PBF, elle n'est pas, la ponction biopsie du foie n'est pas utile au diagnostic. Et comme médicaments qui peuvent donner une hépatite cholestatique, c'est les macrolides, les phénothiazines, les antidépresseurs, les tricycliques, le dextropropoxyphane et le chlorpromazine. Alors là, il y a quelqu'un qui dit si je pouvais expliquer la physiopathologie de la toxicité directe. Je disais que la toxicité directe, elle est dose dépendante. Et une toxicité, elle devient un médicament, il peut donner une toxicité directe, surtout chez les malades qui ont un état hépatique altéré préalablement. Et donc, un foie qui présente un sujet qui a une cirrhose ou qui a une hépatite et qui a une altération de la fonction hépatique, je lui donne du paracétamol. Ce paracétamol, il va passer au niveau du foie pour être métabolisé. Et donc, là, le foie, il est fatigué. Ça ne peut pas se faire normalement. Et donc, on va avoir une toxicité directe. Surtout, cette toxicité, elle est observée avec des doses importantes. Et même les doses importantes de médicaments hépatotoxiques, même chez les sujets normaux, encore plus chez le sujet cirrhotique. Pour dire que chez un malade, il faut respecter les doses thérapeutiques. Nous n'avons pas le droit d'aller au-delà de doses thérapeutiques. J'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, je continue. Je disais que comme tableau clinique, parmi les tableaux cliniques, on peut avoir une hépatite. Cette hépatite, ça peut être une hépatite cholestatique qui est d'évolution généralement favorable.
On n'a pas besoin de faire une ponction biopsie du foie en cas d'hépatopathie médicamenteuse. Et il faut retenir les médicaments en cause, c'est les macrolides, les phénothiazines, les antidépresseurs tricycliques, dextroproxipène et chlorpromazine. L'hépatite, elle peut être cytolytique, c'est le tableau voisin de celui d'une hépatite virale. La PBF, la fonction bioptique du foie, est aussi pas utile au diagnostic, elle est d'évolution variable. Et là, il faut craindre la forme fulminante. Et comme médicament, c'est des antibiotiques, l'isoniazid, le pyrazinamide, donc comme traitement antituberculeux, les sulfamides, les INS, les antiviraux, l'alpha-méthyldopa, l'hydralazine, le captopril et les antifongiques. Pour les hépatites mixtes, sont fréquentes et les médicaments, c'est les bêta-lactamines, les phénicolés, les INS et les antiépileptiques. Deuxième tableau clinique, c'est la cholangite. Or, donc avec ou sans atteinte inflammatoire du foie, soit au niveau de la synthèse de différentes protéines, ça peut être une cholangite aiguë ou bien une cholangite chronique. Donc, lorsqu'on utilise l'allopurinol. Troisième tableau, c'est la surcharge. Ça peut être une stéatose lorsqu'on utilise du méthotrexate, des corticoïdes, l'acide valproïque, une phospholipidose avec l'amiodarone et on peut avoir une intoxication par intoxication à la vitamine A. Donc là, retenez les 3 tableaux cliniques observés lorsqu'on utilise des médicaments hépatotoxiques, c'est la surcharge, la cholangite et l'hépatite. Donc, règles de prescription. L'insuffisance hépatique pose de réels problèmes si elle est sévère, en cas de cirrhose décompensée. On observe une diminution du métabolisme due à une diminution de la synthèse enzymatique et d'autre part une diminution de la synthèse des protéines plasmatiques. Il n'y a pas de règle générale